Bonjour à tous et bienvenue dans le PodCheck, le podcast 100% hockey, reçoit en cet épisode d'été des personnes qui sont liées à l'actualité du hockey. Et je ne crois pas si bien dire en termes d'actualité, car ce sont tout simplement deux membres de Slapshot Magazine. Le premier est Sébastien Ansens, rédacteur en chef de Slapshot. Salut Sébastien. Salut Thomas. Content de t'avoir avec nous. On va parler évidemment de ce magazine qui s'appelle Snapshot que vous avez entendu énormément de fois dans le podcheck évidemment parce que c'est tout simplement la référence en matière de hockey sur papier. Et pour aussi en parler, vu que notre podcast est dédié énormément à la NHL, on a la chance d'avoir Erwan Bourric, le chef de rubrique NHL. Salut Erwan. Salut Thomas. Je suis très heureux de vous avoir avec nous. Je vais commencer par une question, on va dire, simple pour vous présenter un petit peu. J'ai commencé par toi, Sébastien. Quel est ton rapport personnel avec le hockey? Comment la passion du hockey, elle est née pour toi, Sébastien? Alors, longue histoire qui a commencé dans ma jeunesse au Canada, parce que j'ai eu la chance d'aller habiter là-bas très tôt, dans les années 70, et du coup, il y avait du hockey partout. J'ai pu pratiquer le hockey dans un petit village qui s'appelait Francfort, au nord de Belleville, qui est un peu plus connu. Voilà, et donc c'était l'épopée des Canadiens de Montréal avec Dryden, Lafleur, Shutt, Robinson, etc. Et depuis, voilà, j'ai été passionné du hockey comme tout bon Français qui habite là-bas, qui parle hockey à l'école, qui collectionne les cartes de hockey. Voilà, c'est un peu comme le football chez nous, hein. Nous, on avait les autocollants Panini ici, et puis là-bas, il y a les cartes de hockey. Donc ça a commencé très jeune. Et quand j'ai dû quitter le Canada pour aller aux États-Unis, j'habitais dans un état où il n'y avait pas beaucoup de hockey, c'était le hockey au Maryland, et puis après, voilà, j'ai habité un petit peu partout. La passion m'est restée. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le hockey, Internet n'existait pas, hein. J'ai cet âge-là. J'ai connu la vie sans Internet. Et donc voilà, et puis je suis revenu en France, j'ai repris le hockey en fondant un club de roller hockey avec des copains. Après, on a fondé le magazine. Après, on a fait du floorball avec Erwan, qui était aussi membre du magazine. Voilà, donc le hockey de quasiment fait partie de ma vie depuis très très longtemps. Et notamment, tu as parlé des années 70 avec les Canadiens de Montréal, avec l'équipe, la meilleure équipe de l'histoire, hein, des Canadiens de Montréal de 1976, également 77. Faut pas oublier que les Canadiens de Montréal ont gagné une Coupe Stanley de 1976 à 1979. Jacques Lemaire en sait quelque chose. Et Don Cherry aussi. Euh, la transition, elle est parfaite, Sébastien, parce que avant cette série des années 70 où les Canadiens de Montréal ont tout gagné, il y a une équipe qui s'appelle les Broad Street Bullies qui avait tout emporté. Et on va passer la puck à Erwan parce que Erwan, je crois savoir que toi, tu es fan des Flyers de Philadelphie. Ouais, tout à fait, c'est ça. Effectivement, en 76, on avait tout emporté, même l'armée soviétique en passant. C'était effectivement la grande époque des Flyers, même si certains sont assez nostalgiques de ça. Je pense que bon, maintenant, on a un peu tourné la page quand même. On n'a plus cette étiquette-là de gros bourrins de l'époque. C'était un hockey totalement différent, et donc c'est aussi bien que ça a évolué dans un sens un peu plus technique, un peu plus intéressant à regarder aussi que juste se mettre des grosses boîtes. C'est quand même un peu plus sympa. Et ton rapport avec le hockey, Erwan? Alors moi, je suis d'une génération un cran en dessous de Seb, donc j'ai connu aussi la période sans Internet, un petit peu aussi quand même. Non, moi j'ai commencé, comme pas mal de jeunes aussi, avec les jeux vidéo, tout simplement. À jouer à NHL 94, et puis c'est commencé un petit peu. J'ai pas vraiment été trop affecté, moi, par Albertville 92. J'étais encore un petit peu trop jeune, donc j'ai pas de souvenir de ça. C'est plus Lillehammer après, puis Nagano qui ont un peu piqué mon intérêt sur le hockey. Et le vrai déclic après, c'est vers 18-19 ans à peu près, où j'achète un genre, où je me dis, tiens, je commence à m'intéresser un peu au truc, et je me dis, tiens, je vais aller au magasin de presse, voir s'il n'y a pas un magazine qui traite du sujet. Et je tombe sur notre ancien concurrent, pour pas le citer, et qui avait une magnifique couverture de Brett Hull à l'époque, donc c'était 99 hein, de mémoire, parce que c'est l'année du Sacre des Stars. Et on voit Brett Hull en fait qui est sur la couverture en plein slap shot avec une crosse, avec une curve de malade en plein, complètement le shaft complètement déformé sous la puissance du slap shot qui va partir. Et je reste en fait vraiment scotché sur la couverture en fait. Je reste scotché, je me dis waouh la vache,
c'est impressionnant, c'est graphiquement, ça me parle. Et la petite étincelle est venue de là, en fait, pour commencer à m'y intéresser un petit peu plus et à commencer à regarder. Et donc, bah, j'ai accroché vachement. Et puis, bah, au fil de l'eau, sont les Flyers qui ont attiré plus mon attention. Donc, c'est devenu un peu mon équipe fétiche. Et puis j'ai commencé à suivre un peu les matchs. Alors à l'époque, bah oui, il n'y avait pas encore Internet développé, donc on écoutait ça, les matchs à la radio. Donc c'est dire un peu la dévotion du gars d'écouter des matchs de playoff jusqu'à 3-4 heures du matin à la radio, tout en anglais aussi. Donc c'est aussi ça qui a forgé aussi mon anglais à la force des choses. Mais voilà, donc c'est venu comme ça en fait, par un attrait en fait juste graphique entre guillemets d'une belle photo de Brett Hull qui m'a un peu piqué au vif et qui m'a dit tiens, ça peut être sympa à suivre comme sport. Avec un but refusé pour beaucoup de fans de Buffalo à l'époque. Et oui, le fameux but dans l'enclave. Le no-goal ou le but fantôme. Euh, Sébastien, en 2000, vous créez Slapshot Magazine, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Comment il est né le L'idée. projet? Comment il est né le projet à l'époque? Alors, il y avait, je crois que c'est l'émergence d'Internet, mais moi j'ai toujours été passionné par la presse et de formation dans le marketing, la communication et graphiste. J'ai toujours voulu, enfin j'ai toujours baigné dans les magazines, ça a toujours été une passion, le magazine papier. Et là, l'idée était venue, on en a discuté certes avec des potes, voilà, pourquoi pas créer un magazine de hockey. On a fait un peu notre marché, il y avait beaucoup de marques à l'époque, donc c'était économiquement viable. Il y avait beaucoup de concurrence entre Nike, Bauer, CCM, etc. Il y avait un marché, on a sondé un peu les différents magasins, les différentes marques, et ils étaient preneurs, voilà, d'avoir un magazine qui puisse promouvoir le hockey. Nous, notre objectif, ça a toujours été de promouvoir le hockey et de partager cette passion. Après, il faut que ça devienne un projet viable, c'est-à-dire derrière un magazine, il y a quand même la fabrication d'un magazine, c'est-à-dire travailler avec un imprimeur, il y a toute la mise en page à faire. Voilà, et puis c'était partager cette passion. On avait cette envie, cet objectif, vraiment d'un magazine papier en kiosque, avec des posters, avec des articles, avec des belles photos. Et à partir de là, on savait faire, on savait fabriquer ce média et le diffuser. Et voilà, depuis 25 ans, ben, on est toujours un vestiaire d'amis maintenant, on peut dire d'amis, de connaissances, de gens qu'on a vus, qu'on croise, des gens qui viennent, qui partent, comme tout bon vestiaire qui est vivant, hein. Parce qu'après 25 ans, bah, il y a les vies changent, il y en a qui se marient, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui commencent très tôt chez nous, comme toi Thomas, à un jeune âge, qui vient taper à la porte, qui dit je suis passionné de hockey, j'ai envie d'écrire, après qui a des contraintes professionnelles, qui ont des contraintes familiales. Voilà, mais ça a toujours été un vestiaire collectif avec la volonté déjà de qualité. Ça, je tiens vraiment à ça. C'est-à-dire qu'on peut reporter des parutions, parfois c'est un peu sporadique. Voilà, on a commencé, c'était 6 numéros par an, là c'est plutôt 5. Voilà, mais on ne fera jamais l'impasse sur la qualité des articles, des photos, des interviews, etc. On voudrait faire mieux, avoir le temps de faire mieux, mais comme tu le sais très bien, c'est un métier. Là, on est tous bénévoles, c'est du volontariat, c'est de l'inspiration. Chacun contribue par des choses qui les passionnent, qui les inspirent. Voilà, donc on a aussi ces limites-là. Aujourd'hui, quel est le tirage du magazine? On est autour de 3000 exemplaires par numéro. Et Ce au qui niveau pourra. des abonnés, est-ce que vous avez une fourchette? Oui, ça aussi entre 500 et 800. Ce qui est un chiffre normal, Ah, c'est honnête. 30% des ventes d'un magazine, c'est de l'abonnement. On en voudrait toujours plus, mais ça, c'est je veux dire, les difficultés ou les spécificités de la presse. C'est-à-dire que les gens, faut les solliciter pour être abonnés. Il faut qu'ils aillent sur Internet, payer avec la carte de crédit. Voilà. Donc, petit message pour ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est les abonnés qui font vivre un magazine comme Slapshot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un grand marché du hockey. Donc, il n'y a pas d'annonceurs. Donc, nous, la possibilité de payer l'imprimeur, voilà, qui coûte, c'est le plus gros coût en fait. Les photos NHL et l'impression, ça passe par les abonnés. Moins les ventes en kiosque. Tout le monde pense qu'ils rendent service au kiosque
ou leurs petits marchands de journaux en achetant un magazine comme Slapshot. Or, eux, ils sont rémunérés très peu. Nous, on est rémunérés très peu et on paye surtout la logistique. Donc, si les gens ils veulent aider et contribuer au magazine, c'est surtout par l'abonnement, parce que c'est ça qui nous permet de vivre et de payer l'impression. Tu as parlé du mot qualité et c'est un mot qui, moi, quand j'avais écrit pour la première fois pour Slapshot, dans un numéro qui était dédié à l'Avalanche du Colorado, ce qui m'avait marqué, c'était la qualité apportée au papier. On est sur du papier glacé. C'est un choix de qualité, de rendu. C'est un ensemble, ouais. Pour moi, ça reste un objet. Je pense qu'Erwan ne me contredira pas. Je fais une aparté bah, mais avec Internet. Internet, c'est génial. On aime beaucoup. On a des confrères qui font ça très bien. Nous, on a toujours voulu faire le magazine papier, l'objet qu'on peut lire dans le bus quand on est une équipe de hockey, qu'on peut passer au pod, qu'on peut ramener au bureau, qu'on peut garder. Voilà. Donc, le côté papier nous est très cher. Donc, on veut un produit de qualité, un objet, et on s'est toujours battu pour cet objet. Aujourd'hui, on sait que bah, voilà, le prix du papier, ça augmente, le prix du transport, ça augmente, mais on reste toujours droit dans nos bottes à livrer un produit de qualité avec des articles de qualité, avec des rédacteurs de qualité, avec l'objectif principal d'un article, c'est qu'on commence l'article, à la fin, on dit, ah tiens, j'ai appris quelque chose. Et ça, c'est un peu notre leitmotiv à nous. Voilà, c'est de partager la passion, mais aussi partager la connaissance. Et c'est pour ça que le vestiaire, c'est un vestiaire collectif. Chacun ses forces, ses connaissances, ses passions. Et chacun, à chaque fois que moi je mets en page ou que je lis les articles, ben, j'apprends quelque chose de tous ces contributeurs. Tu as parlé donc notamment des photos donc de International Ice Hockey, donc le crédit photo pardon International Hockey Archive. Là, je regardais. Euh, Comment fonctionne le modèle économique de Slapshot Magazine? Parce que tu l'as dit, les annonceurs dans le hockey, ça peut être compliqué, mais voilà, comment ça fonctionne le modèle économique? On est tous bénévoles dans Slapshot, d'après ce que tu dis. Euh, Comment ça fonctionne? Alors l'objectif principal de Slapshot est d'être ce qu'on dit en anglais break-even, c'est-à-dire de ne pas avoir de coûts. Sinon, voilà, c'est des gens comme mon père ou moi qui rajoutons au pot. Pour être très honnête, on est obligé de créer une société de presse. C'est plus simple qu'une association pour pouvoir diffuser un magazine. Après, dans un magazine, très clairement, vous avez des coûts. C'est l'impression qui coûte très cher, voilà, qui en milliers d'euros. Et puis vous avez la diffusion parce que vous touchez très peu de des ventes en kiosque, peut-être 20% sur un magazine de 5 euros, donc vous touchez à peine 1 euro. Et après, il faut payer les droits photos, voilà, pour des photographes qui sont, eux, aux États-Unis, un NHL, et qui sont revendus parce que moi, je vais appeler un broker, quelqu'un qui a les droits et qui vous revend photos à la pièce. Voilà, donc ça, c'est les principaux coûts. Si on veut parler de sport US, voilà, et faire un magazine, c'est la diffusion, l'impression et les photos. On a toujours voulu faire, voilà, travailler sur le côté bénévolat parce que de toute façon ça pouvait pas se développer. Il n'y a aucune volonté personnelle, voilà, d'avoir un magazine qui rapporte énormément d'argent. Je pense qu'il n'y a pas de place en France pour les sports collectifs un peu discrets comme le hockey, hein. Déjà les équipes galèrent à trouver eux des sponsors. On voit la diffusion de télé. Mais voilà, on a toujours voulu. Je vis ça un peu comme un hobby, pour être tout honnête, hein. Il y en a qui fument, il y en a qui font du sport qui leur coûte de l'argent. Voilà, moi je prends du temps, hein, ça prend du temps en dehors de mon travail et ma famille pour mettre en place un magazine. Et je tiens à souligner ce qui me motive aussi en dehors de parler des passions, c'est les gens avec qui je le fais. C'est très important pour moi. Voilà, des gens comme toi, comme Erwan. J'ai croisé la route de pas mal de gens super intéressants. Voilà, ça c'est une partie. L'autre partie de la réussite du magazine, je parle de modèle américain et la méritocratie. C'est-à-dire que dans le vestiaire de Caldera, il y a des pros, il y a des journalistes avec la carte de presse, il y a des gens qui sont moins pros, mais qui sont des très très bons rédacteurs, ou des professionnels qui peuvent être dans le marketing, dans la com, ou dans la rédaction, ou des auteurs, etc. Donc on n'est pas que une bande de journalistes, il y a vraiment des experts chez nous, ce qui fait la qualité. Et quand je parle de méritocratie, on a la chance, bah, après 25 ans de dur labeur, où on a beaucoup travaillé et on a fait nos preuves, ça nous ouvre la porte des patinoires aux États-Unis, aux Jeux Olympiques, où quand on tape à la porte, ils disent, ah, c'est quand même bien un magazine, 25 ans, on voit, c'est du travail de pro. Ça pourrait être
une SARL de presse avec des salariés, des journalistes, des pigistes, etc. Mais aujourd'hui, l'économie du hockey ne le permet pas. Et on le voit avec Alors, d'autres confrères qui sont dans des sports discrets, voilà, ils font faillite, c'est trop difficile, l'impression, le papier coûte très cher, la logistique, donc voilà. Nous, on a la chance, c'est que beaucoup d'entre nous, on a d'autres métiers, mais ça reste un hobby, voilà, donc ça reste un loisir, on est prêt à passer beaucoup de temps pour partager cette passion. alors justement, est-ce que c'est difficile de faire vivre un magazine spécialisé dans le hockey en France? Oui, évidemment, pour toutes les raisons économiques que j'ai partagées, c'est-à-dire les coûts pour faire un magazine, c'est quand même beaucoup, comme dit, papier, logistique, le temps, les photos, etc. Donc par rapport à un site internet, et c'est sans enlever la valeur de n'importe quel journaliste qui lance un site, c'est que nous on a beaucoup de coûts fixes. C'est pas juste un hébergement. Comme dit, papier, logistique, payer le diffuseur de presse pour que ça soit dans les kiosques, c'est pas du tout le même modèle économique. Donc on peut pas se permettre en plus de payer des gens. Et on n'a jamais voulu le faire parce que si on ouvre la porte à un, il faut payer tout le monde. Et puis il y a des gens qui viennent, qui veulent participer, par exemple, des jeunes journalistes ou des gens qui veulent explorer ce métier peuvent taper à la porte et dire ah moi je veux écrire un article, je suis passionné de hockey, j'ai besoin de d'étoffer mon CV ou mes connaissances et on les aide. Un peu comme des stagiaires en disant tiens viens rejoins le vestiaire, on va t'aider, on va te parrainer, on va corriger ton article, tiens tu devrais faire ceci cela et puis ils peuvent compter sur nous pour les faire évoluer, pour être sûr que c'est les métiers qu'ils veulent faire plus tard. Et il y a des petites réussites dans l'équipe, voilà, des gens qui publient des livres, Thomas, Olivier, etc. Donc des gens qui ont la passion. Et t'es un bon exemple, Thomas, pour moi, parce que voilà, tu nous as rejoints, t'étais gamin, voilà, Ouais, t'étais passionné par j'avais le 15 ans. journalisme, 15 ans, je voilà. crois. T'as voulu faire tes preuves, et puis voilà, t'as toujours été bénévole et t'étais venu chez nous quand tu voulais, sur tes termes, sur des articles que tu t'avais envie de faire, qu'on était heureux de publier et qu'on était heureux de lire, et qui faisaient partie de la culture hockey. Donc, sans contrainte, voilà. Quand t'es là, t'es dans le vestiaire, on est content de t'avoir. Quand t'es pas là, c'est que t'as autre chose à faire, et on comprend très bien. C'est marrant, alors je vais raconter un secret de reportage. J'étais au Québec et j'avais fait un reportage sur le hockey-ball, le hockey de deck hockey, comme ils disent au Québec. Et je me souviens d'avoir fait un article pour Slapshot et d'avoir pu interviewer Simon Gagné. Ça va te parler, Erwan. Simon. Et j'avoue que c'était des moments où moi j'étais arrivé à Slapshot quand j'avais 15 ans. Et quand je voyais au fur et à mesure les gens que je rencontrais, j'ai eu la chance, tu vois, de rencontrer Jonathan Huberdeau. J'ai eu la chance de rencontrer Simon Gagné. Je vais pas dropper des noms au hasard, mais c'est vrai que ça a toujours été beaucoup plus simple pour faire des entrevues de montrer aux gens l'objet papier. Et au niveau des entrevues. Quand les gens voient l'objet papier, ils disent ah ok, les gens sont sérieux. Et même, j'ai vu Slapshot se développer, j'ai vu que depuis très peu de temps, enfin très peu de temps, depuis 1 ou 2 ans, il y a des posters qui sont mis en place, notamment dans le magazine, j'ai vu ça. Est-ce que Sébastien, tu peux me dire quelque chose sur le fait qu'il y ait des posters maintenant dans le magazine Snapshot par exemple? Ah ouais, donc on essaye d'évoluer. Si il y a une chose qui est claire, et tu peux, Erwan, feel free to add, comme on dit en anglais, c'est qu'on essaye d'améliorer le magazine à chaque numéro. C'est-à-dire aussi écouter les gens qui nous écrivent, qui nous envoient des lettres. Ça, c'est déjà le côté sympa. On a beaucoup de petits jeunes ou de parents. Ils savent pas qu'on est bénévole. Ils pensent qu'on est des pros, qu'on a une grosse maison de presse, etc. Donc on a beaucoup de lettres, voilà, merci, continuez, etc. Donc le poster vient du fait, voilà, comment on peut améliorer le magazine. On a posé les questions aux lecteurs, voilà, les gamins, ils aimeraient bien des posters dans leur chambre. Donc du coup, banco, on a dit voilà, rajoutons un poster. Et puis on est toujours ouvert à des idées pour faire évoluer le magazine. Comme dit, hein, notre leitmotiv, c'est la qualité, des articles, des images, la thème. Et comme on traite de la hockey culture, voilà, bon exemple, le hockey-ball, on est ouvert à tous les sports de cross, la culture hockey, mais ça peut être tout, hein. On a un ancien hockeyeur qui est avocat qui rédige chez nous, on a des gens qui sont des auteurs, qui écrivent des livres, on va parler des mangas, on va parler du hockey-ball, du hockey-luge, du floorball, du roller hockey, etc. Donc c'est vraiment ouvert.
on a vraiment cette ambition d'être un melting pot du hockey, la hockey culture, et puis tout se retrouve dans un magazine papier. J'en profite pour Mais dire que les posters, Thomas, c'est ancien, hein, parce que moi, quand j'ai commencé à Slapshot, donc ça fait 2003 maintenant, hein, je commençais à être un vieux dinosaure, hein, comme je disais tout à l'heure. Toute ma vingtaine, je veux dire, il y avait des posters dans le magazine et je désossais le magazine pour accrocher les posters sur le mur de ma chambre. Donc, on a un historique, entre guillemets, de posters dans Slapshot et on fait perdurer un peu la chose et c'est très bien parce que ça reste effectivement l'objet papier qui est sympa pour un gamin, pour un jeune de pouvoir s'identifier à ses idoles, ses stars qu'il apprécie et de les mettre sur un mur. Et dont Simon Gagné en l'occurrence, que j'avais un poster de Gags à l'époque qui était sur un mur. Donc, non, c'est sympa d'avoir les posters. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'on continue à faire. Ça, c'est très bien. tu vois, Et j'ignorais que c'était ce que vous faisiez par le passé. oui, les rubriques qui Euh, viennent et qui partent, hein, selon nos envies, selon comment évolue le lectorat, comment évolue aussi le vestiaire, hein. Des gens qui ont des rubriques, et après, faut autre chose, parce qu'ils deviennent coach de hockey. Voilà. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu le lectorat, parce que voilà, Thomas, à ton avis, qui lit un magazine comme Slapshot? Quel est le Passionné de lecteur hockey. type? Ouais, en dehors de ça, Il il a, a en- un âge, il une a, raison, ou il a entre 18 et 30 ans. Il est licencié dans un club de hockey. même pas, en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui lisent le magazine, ou leurs parents. On s'est rendu compte, voilà, il y a très peu de présidents de clubs qui sont abonnés, il y a très peu de joueurs connus qui sont abonnés, il y a très peu, donc même quand on les interviewe, ah, je connais pas, etc. Bonne chose ou mauvaise chose, voilà, bon, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais voilà, il y a beaucoup de jeunes passionnés qui viennent pour lire des articles, pour comprendre, voilà, qui sont pas forcément des gens branchés sur Internet qui connaissent le hockey comme nous. Donc voilà, ou des parents, voilà, qui abonnent leurs gamins. C'est assez drôle. Erwan, je vais te poser une question par rapport au magazine Snapshot. Donc toi, tu y es depuis 2003. Pour toi, qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux passionnés de hockey au sein de Snapshot, toi, Erwan? Pour moi, le leitmotiv, ça rejoint ce que disait Seb tout à l'heure, c'est la qualité. C'est la qualité finale du produit, c'est d'avoir quelque chose qui soit un bel objet. Bon, je pense que Seb et moi, on a cette même culture-là du bel objet. On a travaillé ensemble dans la même entreprise, dans le monde de l'impression numérique, donc on est aussi habitué, on a cette fibre-là de l'objet final imprimé sur X supports possibles, mais c'est cette finalité du bel objet. Et bon, même si moi j'ai évolué entre-temps, maintenant je suis dans la photographie, mais c'est pareil, je fais mes propres tirages, donc j'ai cette obsession du bel objet qualitatif. Donc il y a à la fois le fond et la forme. Donc la forme doit être belle, ça on a effectivement un super mag avec une très belle maquette et je pense que Seb a fait un super boulot sur la nouvelle maquette, une nouvelle mouture depuis quoi, 3-4 ans maintenant qu'on doit l'avoir, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et après, il y a le fond. Le fond, voilà, c'est de produire des articles de qualité, d'apporter quelque chose au lecteur, de pas juste faire un truc chronologique un peu gnangnan qui n'apporte pas grand-chose. Il faut que le lecteur, quand il ouvre le magazine, il voit un article, déjà le titre l'accroche, et ensuite, il se dise, ah ouais, je finis l'article, ouais, j'ai appris quelque chose, ou il était bien tourné, voilà. C'est vraiment ultra important d'avoir quelque chose qui attire le lecteur et qui lui permettent d'apprendre des choses. Donc, on n'a pas la prétention de tout savoir ou de faire des articles de presse professionnels, mais il faut quand même avoir un minimum de temps pour fouiller un peu son article, produire quelque chose, le construire, l'écrire intelligemment et faire quelque chose qui soit attractif, quoi. C'est vraiment ça. Sans ça, je pense que voilà, le lecteur, c'est comme s'il y a un article de presse qui est tout bidon ou c'est juste la rubrique des chiens écrasés, comme on dit vulgairement. T'apprends pas grand-chose et t'as pas envie de revenir. Là, effectivement, on propose un beau produit, un bel objet en papier glacé avec une belle maquette. Euh, et donc, on a une belle forme, une belle enveloppe. Et à l'intérieur, voilà, on a des beaux articles aussi qui sont là. Alors, c'est pas forcément facile à faire parce que, euh, bah, pour moi, entre guillemets, moi j'ai l'expérience parce que bon, avec mes 23 ans de bons et service à Slap, ça commence à compter. Mais effectivement, on a parfois des gens qui arrivent, des petits jeunes aussi, ou des moins jeunes, peu importe, mais qui n'ont pas cette expérience, entre guillemets, journalistique. On va mettre entre guillemets, parce qu'on n'est pas des journalistes professionnels non plus, mais on va dire des rédacteurs un peu plus aguerris
Et tu n'as pas non plus ces gens-là qui sont dans la trame du coup de rédaction. Donc bah, il faut leur donner aussi des gabarits à suivre, des règles à respecter, leur apprendre à se relire, à lire une fois, deux fois, trois fois, de bien voir, d'essayer de comprendre si ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont produit et de voir si c'est bien intelligible, tout simplement. Donc c'est aussi un travail de vérification de fond. Jacques, le papa de Seb, fait un gros boulot là-dessus sur les corrections, donc on peut le saluer parce que c'est un travail de l'ombre, mais c'est super important. Donc voilà, il y a ce côté aussi gestion de la troupe et puis et production d'articles. Voilà, on peut pas non plus juste prendre un article que quelqu'un nous envoie, on le remet à peine en forme et puis voilà. Non, si le fond est mauvais, si les phrases ont ni queue ni tête ou si on n'y apprend rien, bah, c'est rare qu'on recale un article, mais on sera certainement obligé de le reprendre et de repasser dessus. Donc, c'est vraiment le gage de qualité et d'avoir quelque chose voilà, d'informatif pour le lecteur. Ça, c'est vraiment super important. Vous parliez de hockey culture, notamment j'en profite, dans le numéro de ces 2 prochains mois de Snapshot, il y a un article sur Dogs Red, donc le manga lié au hockey fait par Nicolas Le Borgne. Erwan, tu as fait un article sur Mathieu Schaeffer Mhm. dans le numéro donc qui arrive. Euh, Ça fait 23 ans que tu es à Snapshot. Euh, Est-ce que ta manière d'écrire, tu sens qu'elle a évolué? Est-ce que tu as des automatismes qui se sont mis en place? Est-ce que tu as t'as la même flamme que quand tu écrivais tes premiers articles pour Snapshot, comparé à maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui demeurent, des choses qui ont changé? Raconte-nous. La même flamme, parfois non, j'avoue. Parce que, bah, comme dit Seb, on a tous nos vies personnelles aussi. Donc, des fois, c'est vrai que quand tu cours après les rédacteurs pour récupérer des papiers, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Mais bon, bref, non, c'est vrai que ça reste une passion. Mais c'est vrai que des fois, bon, je pense comme tout le monde, on a un peu plus la flemme que d'autres de dire, ah, j'ai deux papiers à faire, je suis un petit peu en retard. Mince. Mais non, c'est vrai que non, forcément, je veux dire, en 23 ans, ton écriture, elle change, parce que toi-même, tu changes, ta personnalité change, ta façon de lire, ta façon d'appréhender les choses change. Donc, le style, obligatoirement, change. C'est vrai à l'époque, quand j'ai commencé, bah, j'étais relativement jeune aussi, donc j'avais encore une trame sûrement un peu plus scolaire dans la façon d'écrire quelque chose, un peu plus genre le truc classique des articles un peu chronologiques, ce genre de choses. Euh, et puis au fil de l'eau, effectivement, quand on commence à déjà lire beaucoup d'articles extérieurs aussi, que ce soit en anglais ou en français, on voit aussi comment ils sont articulés, comment ils sont tramés, comment ils sont écrits. Il y a plein de choses comme ça dont on peut s'inspirer. Donc oui, non, enfin, forcément, comment le style d'écriture change et l'intérêt pour les sujets change aussi. Il y a des fois, enfin, on sent quand même au fil de l'eau, comme je disais, on a des sujets qui sont plus, on va attaquer des choses plus profonds, des sujets qui sont moins superficiels, moins informatifs, à moins juste couvrir une actualité, qu'aller chercher peut-être un dossier sur un point précis et allez, on va creuser derrière, on va dire ok, bah, quel est l'impact de ci, quel est l'impact de ça. Donc on a je pense que cet attrait, c'est pareil aussi, je pense, ouais, pour des dossiers où on va creuser derrière juste le simple fait d'actualité. On va creuser derrière. Je sais pas n'importe quoi. Tu prends le scandale sexuel qu'il y a eu à Chicago. Voilà, au-delà du truc informatif pur, on se dit ok, qu'est-ce qui gratte derrière? Qu'est-ce que ça veut dire sur le milieu du hockey? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'impact au niveau des jeunes? Au niveau enfin, il y a des tas de trucs comme ça qui sont pas forcément abordés par alors je vais pas dire la presse mainstream parce qu'elle n'existe pas pour nous en France, mais de manière générale, faut aller chercher aux US ou au Canada pour avoir ce genre de papier plus fouillé qu'on peut trouver chez TSN, sur Sportsnet, peu importe. Mais voilà, donc je trouve que c'est ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir un style qui va bien et d'aller fouiller les choses, d'aller pondre des dossiers où voilà, qu'on pourra peut-être pas trouver ailleurs dans la presse. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Arwan, c'est la diversité des articles. Donc, et t'es bien Mm. placé, Thomas, pour les contributions, tu vois. Tu as contribué dans le dernier numéro 2 articles, plus sur la préparation psychologique, mentale, des éléments que, bah, voilà, que nous, on n'a pas. Donc, la diversité dans Slapshot au niveau du ton, des types d'articles est importante aussi pour nous. Et je rebondis sur ce que Erwan a dit. Après 25 ans, c'est sûr que parfois, voilà, et je reviens à l'idée de vestiaire. Comment on fait pour se réinventer à chaque numéro? Et ça nous tient vraiment à cœur. Voilà, on discute, on débat entre nous avec un peu une core Beaucoup. team pour des articles. Parce que chacun d'entre nous, voilà, Erwan il le dit, voilà, t'as ton propre métier ou ton boulot,
ta famille, donc des fois, bah, tu es en panne d'inspiration. Donc ça prend beaucoup d'efforts pour se remobiliser et il faut vraiment investir très fort qui dit, voilà, comme dans le sport, voilà, pour se remobiliser une fois qu'on a tout gagné. Tu parlais des Canadiens de Montréal, le livre de Ken Dryden est très intéressant là-dessus. Une fois qu'on a gagné Again. un titre, le deuxième titre, comment on se motive pour continuer à gagner? On dit toujours que voilà, les gagneurs veulent continuer à gagner. Paris Saint-Germain fait du back-to-back, mais tu as un vrai volet psychologique. Même à notre petit niveau, bah, comment on fait pour que le prochain numéro de Slapshot soit intéressant? Quel dossier? Avec quelle équipe? Des fois, on lance des sujets avec Erwan. Personne ne répond parmi les bénévoles, donc on doit compenser avec Erwan. Et il faut pas minimiser par rapport à un magazine le volume de travail que ça représente. C'est quand même un magazine à mettre en page. Pour moi, c'est quand même quasiment une semaine de travail. Et là, je parle que de la mise en page, de vérifier, etc. En tant que graphiste, à mon petit niveau, hein. Et je parle même pas de la rédaction des articles. Donc, quelqu'un comme Erwan ou toi qui contribue, pondre un article, c'est quand même un travail plutôt long. Donc, back to back, tous ces éléments dans un magazine, c'est une semaine, 2 semaines de travail d'une équipe entre la rédaction, la mise en page, vérifier les articles, comme disait Erwan. Euh, Parler de mon père. Mon père, il a 80 ans, donc il a commencé il y a 25 ans. C'est lui qui relit tous les articles, qui corrige tous les articles, qui fait la compta, qui envoie 400 numéros à chaque fois, qui met dans une enveloppe, qui timbre, etc. Donc voilà, c'est vraiment la petite équipe qui travaille par passion, mais pour un produit de qualité. Tu parlais effectivement du temps qui est mis donc pour les articles, hein. Je vais juste expliquer aux auditeurs une anecdote par rapport au numéro de ce mois-ci dans Slapshot de mon côté. J'ai écrit notamment sur les Carolina Hurricanes, ça en surprendra plus d'un, sur leur sacre qui ont eu lieu. Et pour ce numéro, donc il y a des quotes que j'ai récupérées sur des Rocky News, sur ESPN, etc. Mais j'ai aussi contacté Justin Pelletier, qui est donc journaliste au News and Observer de Raleigh, qui lui est rédacteur en chef de la partie sport. Et en fait, l'écriture d'un article, donc évidemment, il y a le sujet. Une fois que le sujet est défini, il faut éventuellement, si vous avez besoin d'un peu de gras ou voilà, dans le podcast, c'est pour ça aussi, je digresse, mais dans le podcast, c'est aussi pour ça qu'on essaie d'avoir des invités qui nous parlent un peu du hockey différemment que Nino, que moi ou que Elio. C'est pour apporter un peu de gras et apporter un autre point de vue. Justin Pelletier, lui, il m'a donné 25 minutes après que les Hurricanes aient fait une parade monstre dans la ville. Et en fait, c'est ça qui permet, entre guillemets, d'avoir un article entre guillemets un peu plus complet que ce qu'on pourrait trouver juste de la brève, les Carolina Hurricanes sont champions, d'accord, mais pourquoi ils sont champions et est-ce que quelqu'un peut nous donner un point de vue aussi par rapport à ce sujet-là? Et c'est ça qui est très bien dans Slapshot, c'est que vous laissez de la place. En fait, vous laissez de la place aux gens qui écrivent et les interlocuteurs. T'as parlé du volet psychologique pour le numéro de ce mois-ci, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois euh, où j'ai contacté 4-5 personnes différentes. Et c'est là, en fait, où la richesse du hockey, c'est par les acteurs. Et ces acteurs, on peut les faire intervenir grâce à ce magazine aussi. Il y a le podcast, oui. Mais le podcast est D'ailleurs, relativement jeune. podcast ou magazine, t'aimes bien avoir des personnalités différentes avec des sensibilités différentes. Ça nous tient aussi à cœur. C'est t'as pas la même sensibilité qu'Erwan ou que moi, ou, voilà, pas les mêmes talents d'écriture. Moi, j'ai aucune prétention d'avoir un talent d'écriture. Je suis plus un assembleur. Et je reviens à l'idée de vestiaire, hein. Tu vas avoir des créatifs dans le vestiaire. Voilà, tu prends l'équipe de France, tu vas avoir un Olysée, et puis tu vas avoir quelqu'un qui travaille un peu plus comme Kanté. On peut pas tous être des magiciens de la plume. À avoir ces talents-là. Donc voilà, il y a une richesse. Il y a des articles que c'est plutôt historique portrait. Il y a des analyses comme les tiennes, Thomas ou Erwan, ou avec un ton un peu plus caustique, humoristique comme Vincent qui a ses passions. Charles, il a un ton différent. Voilà, tous les anciens, chacun a son style et sa personnalité. Et je pense que ça fait la richesse d'un magazine parce qu'on veut pas que tous les articles se ressemblent. Il faut des tons différents, il faut des personnalités différentes. Euh, on voit ça dans des podcasts aussi qu'on écoute. Il faut toujours qu'il y ait un qui ait un rôle qui soit un peu différent des autres. Il faut que tu aies un animateur et après il faut que tu aies d'autres personnalités dans la pièce. Sinon ça ronronne. Et il faut cette variance de ton. Ce qui me fait penser à ça, c'est que cette variance de ton, c'est que vous prenez, je vais pas dire des risques, parce que
Le mot me semble un peu trop exagéré, mais vous osez faire des choses. J'ai le souvenir d'avoir un numéro spécial rock, par exemple, avec Jaromir Jagr sur la couverture. Euh, c'est quand même hyper intéressant. On a Internet aujourd'hui, oui, on peut lire les archives de The Hockey News sur Internet, oui, mais je trouve que ces prises de position, parler du hockey sur l'angle de la musique ou parler du hockey sur l'angle d'une équipe, c'est c'est hyper intéressant et en fait, on donne de la place, mais aussi on met en valeur un sujet euh, dans un magazine papier. Et moi, je trouve ça admirable en fait, le fait de se dire, bah vas-y, on va parler du hockey, mais on va parler du hockey en faisant parler le regretté Bob Bissonnette, par exemple. C'est ce qui apporte la valeur ajoutée, ouais, je pense. Ouais. C'est la petite touche aussi spéciale. On n'est pas, c'est pas juste comment un empilement de news, d'articles juste factuels. Voilà, c'est qu'il y a, comme disait Seb, il y a chacun la petite touche. On a tous nos personnalités différentes. On a toute une façon d'aborder le hockey différent, des tons différents, des façons de décrire différentes. Euh, donc c'est vrai quand tu combines ça, ces différentes fibres, avec des sujets un peu particuliers, ça donne un cocktail qui est, je trouve, assez sympa et le produit final s'en ressent. Je pense que c'est aussi ce cocktail-là, ce melting pot, et c'est ce que j'essaie, c'est d'avoir un vestiaire qui soit assez bigarré, on peut pas se mentir, parce que dans l'équipe de rédaction, on est quand même des profils très très différents. Mais c'est ça qui fait la force aussi, donc on n'est pas toujours d'accord, on se met sur la gueule de temps en temps, mais c'est pas grave, ça, c'est ce qui fait la force de la chose et c'est ce qui permet d'avoir à la fin un bel objet dans les mains. Ça stimule la créativité. Voilà, on va débattre des dossiers, puis partir Mhm. sur une idée. Ça peut être une idée loufoque, comme le rock. Et après, quand on commence à être un peu plus, je vais utiliser le terme professionnel, et qu'on on découpe l'article et le dossier, on se dit, ah, il y a des trucs à creuser. Il y a un article là-dessus, il y a un article là-dessus. Voilà, donc on essaye d'avoir un peu un fil conducteur, mais qui, comme dit, nous inspire ou qui stimule la créativité. Ça peut être une équipe, ça peut être une ville, ça peut être le rock, ça peut être le cinéma, etc. Et ça permet aussi, ben, de motiver aussi les gens qui nous rejoignent. Voilà, toi Thomas ou d'autres, Nino, etc., qui viennent et qui disent, ah, ben, ce sujet, ben, ça m'intéresse. Et c'est toujours plus facile après euh, d'être volontaire ou bénévole ou inspiré quand il y a un sujet qu'on aime. Et on dit, ah tiens, ça va être facile à écrire. Plutôt que quand on vous commande un article, tiens, je veux un article sur tel et tel joueur ou telle et telle équipe, c'est un peu plus lourd. Donc voilà, on utilise cette force créative pour dire, ah punaise, tiens, on est tous super motivés par l'article, par ce thème. Ouais, il y a des thèmes en fait qui motivent tout le monde. Quand on fait un numéro spécial sur les Canadiens de Montréal, c'est facile. Il y a du monde. On a fait un numéro spécial sur Buffalo, bah, finalement on a eu pas mal d'articles, etc. Par contre, c'est très difficile de savoir si ça plaît beaucoup ou pas, parce que les gens, et il faudrait qu'ils nous écrivent plus souvent ou qu'ils réagissent, j'aime ça ou j'aime pas ça, mais t'as raison, Thomas, des fois on prend le risque pour avoir un retour, pour avoir du feedback, pour que les gens y réagissent et disent, oh bah tiens, ça j'ai bien aimé. De temps en temps, on a un email ou une lettre, des fois des lettres manuscrites énormes que je partage avec l'équipe, voilà, de gens qui nous écrivent, j'adore, j'ai bien aimé cet article, continuer, etc. Et c'est ce qui nous motive, parce qu'après 25 ans, bah, il faut se renouveler, il faut se régénérer, il faut trouver d'autres personnes, d'autres idées. Comment ne pas tomber dans la lassitude ou voilà, ou dire voilà, j'en ai marre de passer à chaque numéro une semaine derrière mon ordinateur, il fait beau, je préfère être à la piscine, voilà. Mais moi personnellement, à chaque fois qu'il y a des débats avec vous ou quand je vais à un événement et que je me retrouve là avec dans le vestiaire à Las Vegas avec Belmar, je me dis waouh, t'as de la chance, hein. Finalement, tout le travail que tu fais, ce loisir, punaise, je suis allé à un match de hockey, mais t'imagines, il y en a qui rêveraient d'être là, toi, tu as un patch press, tu vis un peu le rêve quelque part. Vous avez parlé donc de l'idée de vestiaire au sein de Slapshot. Euh, qui dit vestiaire dit opposition, qui dit opposition dit adversaire. Pendant longtemps, dans le paysage médiatique français, il y a eu deux magazines de hockey. Pour le nommer, donc il y a eu Slapshot et il y a eu également Hockey Magazine, Hockey le magazine, Hockey Magazine, pardon, Hockey Magazine c'est la version québécoise. Hockey Magazine qui était un concurrent qui a disparu depuis. Euh,
Est-ce que cette disparition au sein de Slapshot, vous en avez parlé, ou est-ce que ça vous a donné un petit signal de se dire, ah, le hockey, c'est pas viable, ou est-ce que vous étiez pas surpris? Je voulais juste vous faire réagir là-dessus. Alors, je l'ai jamais vraiment considéré comme un concurrent, mais plutôt comme un confrère, D'accord. avec beaucoup de respect pour ce qu'eux ils ont fait. Et c'est vrai qu'après, quand il y a deux magazines, on dit un peu concurrence, ouais, ok, c'est stimulant. Voilà, on regarde ce qu'ils font, ils regardent ce qu'on fait. Euh, Malheureusement, il n'y a jamais eu vraiment d'échange. Comme on peut voir dans d'autres mondes du business, voilà, moi je travaille dans le monde du logiciel, je connais les concurrents, je vais boire un coup avec eux, il n'y a jamais eu beaucoup d'échanges, malheureusement, voilà, mais il n'y avait pas d'animosité. Avec eux, on regardait, mais ça peut être stimulant, voilà. Quand il y a un peu d'adversité, c'est toujours stimulant. On regarde dans le tennis, on voit dans le hockey, voilà, c'est des histoires. Donc des fois, oui, on regardait, on disait, ah tiens, ils ont fait un bon article, ou tiens, on pourrait s'améliorer ici ou là. Quel signal ça nous a envoyé? Ben, on s'est rendu compte que voilà, ce qu'on fait depuis des années avec du bénévolat et du volontariat, bah, il n'y a pas d'autre vraiment de solution parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonceurs, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le hockey. Ça reste quand même un sport de passionné, passionnant, mais qui reste discret. Voilà. Avec ses difficultés, je donne des exemples. Voilà, il n'y a jamais des présidents de club qui nous appellent pour faire un article, alors qu'on est un média, on est quasiment un prestataire de service. On peut parler de leur équipe, de leurs sponsors, de leur club. Ils peuvent nous utiliser. Voilà, tous ces clubs. C'est rarement le cas, donc eux, ils sont peut-être très occupés dans leur quotidien. Faire tourner un club, faire tourner leurs équipes, chercher des sponsors. Donc, petit message à tous les clubs. Voilà, nous, on est toujours ouverts. Vous avez l'email de Slapshot, on fait des reportages sur vous, on voit, c'est marrant parce qu'on voit beaucoup de parents ou de petits clubs, surtout juniors, qui nous écrivent pour parler, voilà, de leur voyage. Là, on a un voyage intéressant de jeunes qui ont financé leur propre voyage en Finlande pour des petits gamins de 10-12 ans. Donc ça, c'est toujours passionnant. Et régulièrement, voilà, on a des gens qui nous tapent à la porte, qui disent: «Ah, mais je habite au Québec, j'ai envie de participer, j'ai envie de parler de hockey, j'ai toujours rêvé d'être rédacteur.» Donc voilà, ça se renouvelle. Il y a toujours les mêmes, les anciens, il y a des gens qui repartent, qui reviennent, qui contribuent, comme j'ai dit, comme ils peuvent. Il y a des nouveaux qui tapent à la porte à chaque fois. Tiens, j'ai envie de participer, c'est cool. Il y a des vrais journalistes. Quand je dis vrais, c'est-à-dire des gens dont c'est vraiment leur métier, qui ont besoin de ça pour vivre, qu'on aimerait accueillir, mais on peut pas. Et les règles sont très claires. Voilà, c'est un magazine de passion. On peut pas commencer à payer un et pas l'autre. Déjà, il faudrait avoir les moyens. Il n'y a pas beaucoup d'annonceurs en France. Là où tu parlais de concurrence, ce qui est difficile dans un magazine ou pour un média ou même dans un sport, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Voilà, il y avait la concurrence au niveau des marques. On a vu mondialement, voilà, les marques sont rachetées entre eux, Nike, CCM, Bauer, etc. Quand il y a de la concurrence avec tous ces gens-là, même dans le roller hockey, Mission, etc., ça c'est bien parce qu'ils doivent faire de la pub. Une fois qu'il n'y a plus de concurrence, ils n'ont plus besoin des magazines, etc. Donc il n'y a plus de concurrence et il n'y a plus de revenus pour nous. Donc le revenu, c'est les abonnés. Et je pense que ça, voilà, pour les magazines comme nous, comme Hockey Mag, quand il y a moins d'annonceurs et que le hockey n'attire pas des annonceurs qui sont pas des équipementiers ou des gens qui sont passionnés par le hockey ou qui font quelque chose dans notre économie, c'est difficile. Vous n'avez pas de chaînes d'hôtels qui viennent ou de marques de voitures ou de montres qui vont taper à la porte et dire: «Ah, le hockey, on est partenaire.» À un moment, il y a eu des partenaires de la Fédé qui étaient partenaires avec vous, mais du moment où il n'y a plus de partenariat, on va dire, global avec le hockey français via la Fédé, c'est très difficile. Erwan, je vais revenir sur Slapshot et sur ton affect personnel. Et après, ce sera à ton tour, Sébastien. Euh, Quel est ton article favori de l'histoire de Slapshot, Erwan? Je sais que je pose une question assez coton, mais je laisse le temps à Sébastien de réfléchir. C'est le boss. C'est Pff, réfléchir. ouais, parce que je veux dire, en 23 ans, j'en ai fait des papiers. Et je t'avouerai clairement que je me souviens pas de tous. Mais Un numéro qui te... bah, qui... je pense que si je dois en retenir un, ça va être le tout premier. Enfin, tout bêtement, hein, c'est bateau comme réponse, mais le tout premier, ce qui était sur la draft 2003 de la Meilleur draft NHL. de l'histoire. Meilleur draft de l'histoire. Là, j'ai eu la chance de pouvoir commencer sur cette draft-là. Qui était une draft absolument, une cuvée absolument mythique. On va pas mâcher nos mots.
Donc ouais, je pense que c'est cet article-là qui, parce que c'est lui qui a tout déclenché. Euh, C'était ma porte d'entrée à cela. C'était le premier article que je faisais. Seb m'avait donné l'opportunité. Il m'a dit, bah ouais, si ça t'intéresse, vas-y, fais un truc et puis on verra comme ça. J'étais rentré à l'époque avec via Gauthier Chambon, qui était un ancien rédacteur du mag aussi, que je côtoyais sur le web, qui était un copain. Et du coup, il me dit, bah tiens, on cherche des rédacteurs. Et puis moi, j'ai toujours été attiré par l'écriture. Ça a toujours été quelque chose aussi. Le côté créatif d'écrire. Donc, je me suis un peu engouffré dans la brèche en me disant, bah tiens, ouais, ça pourrait être sympa d'être publié dans un magazine, alors sans aucun but narcissique whatsoever, comme on dit, mais juste pour le plaisir, quoi, le fun d'écrire. Et puis, je me suis dit, tiens, je peux combiner l'écriture et puis la passion, et puis voilà, pourquoi pas. Donc, ouais, si je dois en retenir un, ouais, je vais dire le tout premier. Après, ouais, sur les autres, j'en ai fait tellement, mon pauvre, que j'aurais du mal là à Thématique. retenir. T'as des Les thématiques. thématiques? Ouais, j'ai des thématiques. Après, j'aime bien les portraits de joueurs. J'avoue que ça, j'aime bien aussi les portraits. Faudrait que je reprenne d'ailleurs mes chroniques nordiques que j'avais fait il y a longtemps qui étaient dédiées à des joueurs scandinaves ou finlandais. Euh, et Borges Salming, Tuomo Murutu, Selani, Timo Selani. Je pense que ouais, ouais, voilà. Je sais que je crois que j'ai dû faire Mats Sundin. Elias Pettersson aussi, j'ai dû faire. Et il faudrait que je refasse un petit tour, parce qu'il y a de nouvelles têtes qui sont arrivées, donc qui pourraient mériter aussi un petit focus. Mais ouais, j'en ai fait tellement des papiers que c'est difficile d'en retenir un seul. Mais on va dire le premier, le marchepied, le tremplin vers ces 23 ans de carrière pleine et sympathique avec une super équipe. Ouais, on va dire le premier, le petit clin d'œil. et Et toi, avant de Sébastien? répondre, Thomas, toi, c'est quoi ton article préféré pour Snapshot? Toi qui Ah, contribue, je quoi. m'y attendais. C'est là depuis Celui, le prochain, celui qui arrive. 10 ans, 7 ans, facile que. Oh, ça fait depuis 2012. 2012 Ah que ouais, je suis à Snapshot. ça passe vite, hein. Ça passe vite, ouais. J'avais ouais, 15 ans, 14. Ouais. Je me souviens très Le bien. premier, c'était sur le hockey universitaire américain, je m'en souviens extrêmement bien. Euh, je vais dire, et je la cite souvent, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un portrait, encore une fois, Erwan, un portrait. Mais parce que moi, j'aime beaucoup les portraits journalistiquement, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressé, notamment les portraits de Libération, où il y a la règle des 3 S. Et surtout, on peut rentrer dans l'affect et dans pas l'intimité de la personne, mais dans ce qui fait que la personne est à l'aise, ça va être un portrait de Talid Pousse, qui est un nom de famille très connu dans le hockey français, j'ai la chance de l'avoir côtoyé à plusieurs reprises et qui m'avait parlé de sa vie en France puis aux États-Unis et le fait qu'elle ait raccroché les patins dans sa carrière. Donc je vais dire ce portrait de Talid Pousse qui était intéressant. Et puis sinon, les articles que je préfère, mais ça ceux qui écoutent le podcheck le savent déjà, ce sont des articles où je parle aux gens. C'est des articles où je fais intervenir des gens, faire des sujets froids, où il n'y a pas de quote maison, entre guillemets. C'est des articles un peu plus compliqués, mais sinon, j'aime bien les articles un peu historiques. Tu en as fait un sur Herb Brooks, Sébastien, qui parlait de l'architecte du miracle sur glace, qui est un entraîneur que j'admirais énormément. Mais moi, je me souviens avoir fait un article sur Herb Brooks en équipe de France, sur la période 98-2000. Ça, j'avais beaucoup aimé le faire. Donc je vais dire à partir du moment où on parle de hockey, c'est un article qui va me plaire, mais ouais, dans les articles où je peux faire intervenir des gens et parler aux gens, pour moi, c'est le principal et c'est aussi un petit peu la volonté du podcheck quelque part, c'est de parler aux gens de hockey et pas qu'ils nous écoutent seulement. Un truc qui est bien aussi, c'est genre les billets d'humeur. Les Ouais. billets d'humeur où tu parles à la première personne. Alors que dans un article, en général, tu vas souvent faire à la troisième personne, ou du moins, tu parles pas en ton nom, dire tu vas dérouler des faits, etc., un dossier, mais le biais d'humeur où tu mets toi, ta propre patte en disant, ok, bah, je pense que si, je pense que ça, etc., il y a un côté qui est sympa aussi. Et je pense qu'on le fait pas assez souvent dans Slap, et on pourrait peut-être le faire un peu plus, mais pas forcément sur des sujets polémiques ou quoi que ce soit, mais juste avoir une espèce
petite enclave un peu plus personnelle dans les articles. Je trouve que c'est bien aussi. Ça permet de sentir un peu le pouls du rédacteur aussi et qui est pas juste là pour passer le plat, entre guillemets, mais pour avoir un petit impact personnel aussi. Je pense que c'est sympa. Il y a des petits trucs comme ça qui sont chouettes à faire, hein. Pour varier, là aussi, c'est comme tu disais Seb, tout à l'heure, c'est pour avoir la diversité dans le contenu. C'est pas juste pour faire que des articles informatifs, mais avoir des billets d'humeur, des petits coups de gueule, des trucs, etc. C'est sympa aussi. Je pense que c'est des trucs qui sont assez pertinents à mettre dans un magazine, quel Tu as qu'il soit. parlé, tu as parlé d'enclave, j'aime beaucoup le jeu de mots. Sébastien, à N'est-ce ton pas? tour. Alors moi j'ai pas ouais, j'ai pas votre talent de rédaction ni à l'un ni l'autre, donc je vais parler d'interview. J'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer des joueurs comme Roussel, Bellemare, euh, Huette, bien évidemment, moi, des noms, des grands noms du hockey français, enfin en tout cas pour moi. Voilà, donc n'étant pas journaliste à la base, interviewer des gens comme ça qui sont dans le magazine, avoir à l'époque facilement accès à eux parce qu'ils nous connaissaient mine de rien. Et pour l'anecdote, voilà, Roussel, je l'ai interviewé, j'étais sur un salon professionnel aux États-Unis à Las Vegas, j'étais dans le hall, j'ai dû sortir de mon espace de travail pour justement aller interviewer Huette entre mon téléphone et un petit bitonio pour enregistrer, pour après retranscrire. Donc voilà, c'est toujours une aventure de les interviewer. Notre petit côté voilà bénévole, on croit que c'est super simple, qu'on est là tranquille derrière notre bureau avec un microphone, etc. C'est jamais, il y a toujours des petites histoires qu'on les croise l'un ou l'autre. Donc ouais, Roussel, c'était dans un hall d'entrée d'un grand parc d'exposition. Huette, je sais plus exactement. Je crois qu'on est allé aussi, on a interviewé avec Lionel Merveille, on est allé à Lausanne. Parce qu'à l'époque, on voulait faire le joueur hockey de l'année. On avait un petit palais et on leur offrait. Voilà, Le on palais de leur glace. remettait le palais de glace, on leur remettait sur place. Donc on était allé à Lausanne et on avait raconté ça au club. Le club, ils ont carrément au premier tiers-temps, au deuxième tiers-temps, fait l'annonce officielle. On est monté sur la glace pour lui remettre à Huette pendant son match. C'était assez drôle. Et j'ai pu le remettre à Belmar à Las Vegas quand il jouait à Las Vegas. Et puis là, c'était un moment assez particulier, hein, voilà, où la, c'est vraiment la passion qui prime. J'ai pu rentrer dans le vestiaire. Et puis il y avait Belmar, toujours aussi sympa. On lui a remis le palais glace. Oh, c'est cool. On a pu prendre une photo. Et là, à côté de moi, il y a Marc-André Fleury. Et puis là, je suis là, waouh, je suis à côté de Fleury, super sympa avec la presse. Voilà, c'est des moments assez dingues, en fait. Et c'est ça aussi bah, la récompense d'être bénévole dans le hockey et du dur travail. C'est pour ça que je parle de méritocratie, c'est-à-dire voilà, la NHL nous connaît. Quand on veut interviewer un joueur ou avoir accès à la glace, bah, eux ils valorisent le fait, voilà, 25 ans, magazine papier, waouh. Même aux États-Unis, au Canada, il y a très peu de magazines papier finalement. Hockey News maintenant est devenu quasiment 100% digital. Quand j'étais gamin, il y avait Hockey Digest. Voilà, donc aujourd'hui, c'est quasiment un exploit de continuer à être un magazine papier dans des sports comme le nôtre. Même aux US. Et Tu, même et en Europe, on tu voit as des raison. confrères voilà, qui ont fait faillite ou qui ont arrêté parce que voilà, trop d'efforts, trop compliqué, etc. On Tu a as la raison de chance d'avoir mentionner les concurrents. Tu as raison de mentionner les concurrents parce qu'aux États-Unis, alors, Canada-États-Unis, c'est The Hockey News seulement. Et The Hockey News a fait une transition sur le numérique, notamment en rendant accessibles leurs archives sur le site archive.thn, que je vous conseille de Mm. consulter, avec celui de sa pote, évidemment. Euh, il y a aussi le magazine de la fédération qui est USA Hockey Magazine. C'est très institutionnel, même s'il y a des bons articles que vous pouvez lire en PDF gratuitement, d'ailleurs, sur le site de la Fédération USA Hockey. En Allemagne, je crois qu'il y a Ice Hockey News, mais à l'époque, c'était un format tabloïd et papier. Je sais plus s'il existe, elle existe ici aujourd'hui. Et en Allemagne, et en Suède, j'ai un numéro chez moi, parce que j'étais allé en Suède un jour très rapidement et je me suis ramené ce souvenir-là. C'est un magazine de hockey suédois qui existe toujours d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que, il y a pas grand monde effectivement dans le monde. Il y a Hockey le Magazine au Québec, mais Hockey le Magazine au Québec, c'est uniquement pour la version québécoise.
Euh, Faire durer un magazine papier dans le monde entier, ça reste quand même compliqué. Euh, Sébastien, et Erwan, comment vous voyez l'avenir de Slapshot Magazine? Je vais répondre en premier, Erwan. Je vais beaucoup parler, moi. Je sais pas. Avec une coupe Stanley des Flyers. Avec Avec le? Une coupe Stanley des Flyers. Ouf. Ouais, alors ça, c'est pas pour demain matin, je te le dis tout de suite. Malheureusement, je sais pas si je le verrai de mon vivant. Ouais, les Hurricanes ont été champions là, cette année, moi j'y croyais pas non plus, tu vois. Donc, il y a 10 Oui, ans, on j'y va dire que les odds pour qu'ils soient champions étaient quand même largement supérieurs aux nôtres. Euh, légèrement. Il y a une question de gestion là-bas, il y a une franchise qui sait gérer quelque chose et l'autre qui sait pas. Bref, comment je vois l'avenir de Slapshot, je sais pas. Je pense que ça s'annonce compliqué de toute façon parce que on est toujours dans l'adversité face à la presse numérique. Je pense que là, le combat entre guillemets est toujours là, même si, enfin, je sais pas si on peut parler de combat ou quoi. C'est un peu galvaudé comme mot en ce moment, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu fais face à comment à la presse numérique parce que bah, c'est vite fait de mettre un article en ligne, tu vas toucher beaucoup plus de monde, ça peut devenir viral en un claquement de doigts. L'IA peut produire maintenant aussi des articles un peu en veux-tu en voilà, sans contrôle ni rien. Enfin, il y a un défi technologique aussi qui se présente devant nous, qui est pas évident. Et puis, bon, on est toujours tributaire des rédacteurs de toute façon, ça reste le nerf de la guerre. Donc, il faut aussi qu'on arrive à euh, garder des gens qu'on a dans l'équipe, le plus possible du moins, et puis continuer à accueillir d'autres personnes qui veulent venir. Donc, on est toujours un petit peu tributaire de ça. C'est le jour où la source de rédacteurs se tarira un peu trop forte, un peu trop fortement, on sera peut-être un peu plus en danger, mais ça reste un monde difficile. Le monde de la presse est quand même très compliqué. La presse sportive en premier. Je pense que même des gros tirages comme l'équipe doivent morfler aussi de temps en temps suivant le contexte. Les coûts sont énormes. Comme le mentionnait Seb, hein, c'est vrai que ça reste une petite entreprise entre guillemets familiale avec lui et puis Jacques. Le boulot est monstrueux à faire. Donc c'est vrai que ça tient tant qu'il y a des gens qui sont là pour faire tenir les fils et que le Tipeee ne se casse pas la tronche sur l'équipe, quoi. Mais c'est pas évident. Après, là, tant qu'on sera là et qu'on aura envie de faire des belles choses et d'avoir un beau produit à la fin et de rendre des gens heureux avec une lecture qui puisse satisfaire un petit peu tout le monde, je pense que c'est le plus important. Mais assurément, c'est un chemin ardu et pas moins semé d'embûches, ça c'est sûr. Sébastien? Voilà, l'avenir pour nous, c'est toujours le prochain numéro. Et que le prochain Mm. numéro soit déjà qu'on réussisse à le faire en termes d'articles et en gardant la même qualité. Euh, je rejoins Erwan, voilà, c'est quand même, on est quand même très motivé. C'est un magazine qui on prend beaucoup de plaisir dans le vestiaire. Il y a des hauts et des bas parce que, comme disait Erwan, des fois, bah, il n'y a pas de rédacteur, donc on se dit mais comment on va faire? Donc il y a un petit coup de déprime et puis après ça repart. Et il y a des numéros qui sont super simples à faire, d'autres un peu plus compliqués. Par exemple l'été, faut gratter un peu plus pour avoir des articles ou des idées. Parce que, et ça je veux pas minimiser, l'idée est super importante, cette créativité. Et là où il y a une force dans le vestiaire, c'est de pouvoir se stimuler et trouver des idées, parce que c'est le plus dur. Il y a quand même 60 pages, il faut un minimum de 25 articles, il faut trouver 25 articles intéressants. Alors, de temps en temps, il y a des articles qui viennent comme toi, Thomas, là, t'en as rédigé trois. Voilà, t'étais inspiré. Ça, c'est génial. Parce que du coup, bah, déjà, on prend plaisir à lire tes articles et t'avoir dans le vestiaire. Vu la qualité et la diversité, c'est jamais les mêmes types d'articles ou même auxquels nous, on aurait pensé. Ça, c'est chouette. Euh, et comme disent la hockey culture. Et après, voilà, l'avenir, c'est la motivation, trouver des articles et le créatif et les abonnés. Parce que finalement, voilà, si les gens qui écoutent, ils veulent aider un magazine comme le nôtre, c'est vraiment de s'abonner. Voilà, on n'a jamais voulu faire flamber les prix. C'est quelque chose à 30 euros par an. C'est pas beaucoup. Et puis après, il y a du hockey dans votre boîte aux lettres. Souvent, les gens ils réagissent quand c'est trop tard. Voilà, quand un magazine n'est plus là. Ah, mais si j'avais su, je me serais abonné.
Voilà, bah, la réalité, tu en as bien parlé, Thomas, il y a des coûts, il faut payer l'imprimeur, il faut payer la poste, le timbre, maintenant, enfin, c'est hors de prix, c'est 3 euros pour envoyer un magazine. Et c'est ça qui est drôle, voilà, message à passer, c'est moins cher quand vous vous abonnez, parce que la poste a des prix pour les magazines d'envoi en masse. Et après, quand nous, on doit envoyer un magazine à la fois, vous payez quasiment autant de timbres que le magazine. Donc voilà, mais ça, c'est des choses que nous, on peut pas contrôler. Nous, ça tourne, voilà, le magazine, il sort, les abonnés, ils sont les premiers à les avoir, on met sous enveloppe, ça arrive chez eux. Ça, c'est un peu l'économie du magazine. Après, on a plein de projets avec l'équipe, on discute, voilà, est-ce que il y a plein de choses, voilà, qu'on se rende compte, voilà, dans mon métier de marketing, il faudrait que j'ai un meilleur site internet, enfin, que j'investisse du temps pour avoir un meilleur site Snapshot, rien que pour la marque Snapshot et pour publier les articles. Mais c'est une question de temps, voilà, et puis tout le temps que nous prend le magazine, parfois ça nous épuise, et puis on oublie de faire tout le reste qu'on pourrait faire bien. Plusieurs fois, on a parlé de faire un podcast ensemble, un peu différent, un podcast avec toi ou être sur d'autres podcasts, parce que je pense qu'il y a de la place et pour, euh, pour tout le monde, pour pouvoir, par exemple, je donne un exemple concret, voilà, au moins un podcast à chaque sortie de magazine pour débattre un peu des choses, parce que sinon c'est très linéaire, c'est-à-dire, ah, j'ai lu un magazine. Souvent, des gens veulent réagir, ou on veut réagir à un article, le tien, Thomas, ou celui d'Erwan, ou celui de Vincent, ou celui de Charles, etc. Et ça pourrait être une chose. Euh, mais par rapport à ça, voilà, qu'on parle de concurrence, pour moi, c'est toujours des confrères. Et puis, plus on parlera de hockey, il y a deux choses. Faut parler de hockey et il faut garder le ton. J'écoute ton podcast, Thomas, avec plaisir. Il y a votre ton avec Nino. Si nous on fait quelque chose, ça serait un ton différent avec d'autres personnes, mais tu pourras venir chez nous et peut-être nous aller chez toi selon le sujet. Et voilà, OK Archive, j'ai plaisir à les lire. Nicolas Leborgne qui rédige là-bas, il vient de temps en temps chez nous. Après, il y a toujours eu des questions, voilà, mutualiser les efforts les uns et les autres, c'est bien et c'est pas bien parce que, comme dit, on n'est pas adversaires, on est collègues, chacun a envie de s'exprimer et avoir un ton et ça permet de que la qualité, enfin, oui, qu'on parle de hockey de manière différente. Il y a eu Ice Radio qui a été monté, qui font plus grand chose, il me semble, euh, depuis que bah, l'animateur principal maintenant est président de la Fédé de Mm. glace, il me semble. Voilà, donc il aura moins de Tout à fait. temps Tout à pour fait. le faire, c'était très sympa. Oui, quand Mais dans toutes ces initiatives, tous les gens sont super sympas, contents de se retrouver sur des événements, c'est très bon enfant, c'est très dans l'entraide, dans l'empathie. On lit chacun mutuellement les articles des uns et des autres, on écoute les podcasts des uns et des autres. Quand on est invité, on y va avec grand plaisir. Donc voilà, je parle pas de concurrence, mais plutôt de confrères. Et après, chacun c'est- respecte voilà, la ligne. Voilà. Donc nous, on veut pas faire un site web pour concurrencer les autres. Nous, on fait un magazine. Et on est resté là-dessus. Quand les gens ils nous disent voilà pourquoi vous faites pas un site web, parce que c'est pas dans notre ADN, c'est pas notre passion. Nous, c'est vraiment l'objet. Et puis c'est une façon différente de enfin, d'apporter l'info ou de partager la passion. Moi, personnellement, voilà, j'aime l'écrit, j'imprime des articles web, ça n'a aucun intérêt, mais voilà, je suis encore très papier écrit. Mon plaisir aller acheter un magazine de recettes cuisine ou sur le foot ou l'équipe, c'est un autre plaisir à boire avec un café que d'être sur mon smartphone ou mon ordi. Je travaille sur mon ordi à longueur de journée, j'ai envie de faire autre chose. Une bonne BD, un bon livre, etc. L'odeur du kiosque, du papier imprimé, moi, c'est encore quelque chose qui me tient à cœur. L'odeur du papier. Bah, l'odeur, Ouais, l'odeur du tu rentres dans un kiosque, il y a une odeur particulière. L'odeur d'une Ceux, librairie, ceux qui lisent, ceux qui lisent savent. Ceux qui ouais. lisent savent. L'odeur et le toucher du papier, c'est crucial. Et encore Voilà. plus Donc ça après reste. Donc on restera les- papier, on n'a pas envie d'être sur le web. Voilà, peut-être un jour il y aura plus de lecteurs et du coup on s'arrêtera et c'est pas grave, hein, ça sera une belle aventure. Ou peut-être que quelqu'un on en aura marre, voudra reprendre le magazine et puis je serai plus rédacteur en chef, je passerai la main à quelqu'un d'autre, et je serai contributeur, je ferai la mise en page, voilà. Qui sait? Je sais pas. Mais ce qui est drôle, c'est que à l'humble échelle du Podcheck, euh, à l'humble échelle du Podcheck, la volonté du Podcheck, c'était de parler de hockey de manière différente. Les sites de nos confrères
vous les connaissez, on les connaît, Hockey Archive, Slapshot Magazine pour le papier. Et le podcheck, c'était vraiment une volonté de s'inscrire dans la durée. Et pour parler de hockey, parce que moi, le podcast et la radio, ça m'a toujours attiré. Il y a eu des podcasts sur le hockey qui ont existé, mais ce que je regrettais, c'est que sur la durée, ça ne durait pas. Alors, comme beaucoup de choses, hein, des environnements sont différents. La vie personnelle, elle peut être compliquée, et c'est un projet sur le long cours, et ça demande du temps. La préparation des épisodes, ça se fait pas en 2 secondes. Euh, mais c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que Snapshot et Pocheck n'est pas éloigné autant que ça qu'on puisse le penser entre la radio enfin le podcast et le magazine, parce qu'en fait la volonté c'est clairement la même, c'est de parler de hockey. Avec un ton, effectivement, on a changé quand même depuis qu'on est arrivé sur le monde du podcast. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en résumé, si vous voulez avoir du hockey dans votre boîte aux lettres, abonnez-vous à ce merveilleux magazine qui est Slapshot Magazine. Très beau magazine. Euh, et également, est-ce que vous avez un dernier mot, histoire de conclure cet épisode, Erwan et Sébastien? Mais je rebondis sur voilà, le côté podcast. Et je vois avec le podcheck un peu aussi comme nous, c'est-à-dire vous prenez le temps de vous réinventer et d'améliorer à chaque épisode. Voilà, il faut que les gens y comprennent que c'est pas facile à faire un podcast, ça se prépare. Faut avoir la techno derrière, faut avoir des gens qui parlent bien, qui ont une bonne élocution. On n'a jamais vraiment touché à ça, nous non plus, parce que on veut pas faire un podcast. Pour le faire, il faut faire bien. Et c'est encore cette idée de qualité. Voilà, toi, tu es un professionnel, Thomas, tu as étudié le journalisme, tu es un vrai journaliste. Voilà. Et nous, on est arrivé là par Wow. passion. Ni Antoine, ni moi ne le sommes. Il y a, Euh, il y a des gens qui sont pas des vrais journalistes, mais qui font très bien le travail aussi. ouais, mais je parle de métier, tu vois. On a chacun nos Ah, oui. métiers. Après, Oui. voilà, quelqu'un qui est dans le marketing et de la com, qui rédige des textes. Voilà, j'ai fait des magazines professionnels. Euh, où Erwan il a contribué d'ailleurs pour notre boîte, pour le marché de l'impression en grand format digital. Ben, on a fait un magazine, donc on sait faire des magazines. C'est un peu la première question que tu nous avais posée. Voilà, donc le takeaway ou la conclusion, c'est voilà, podcast, faut que ça soit pro, faut que ça soit bien fait, documenté avec des gens. Voilà, Nino et toi, vous connaissez très bien le hockey. Voilà, et puis ça va évoluer. Et peut-être qu'on fera plus. Là, on a un podcast ensemble, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'on réinventera la façon de faire du podcast France. Et ça serait bien d'avoir, comme tu disais, des interviews avec des gens. On parlait des interviews. Un des trucs qu'on aimerait faire, nous, au niveau Slapshot, c'est multiplier les interviews. Ça prend du temps, il faut que les gens soient disponibles. Et malgré ce qu'on peut penser, c'est très difficile d'avoir des gens en interview dans le hockey. Moi, je pensais que ça serait, ouais, j'ai envie de parler de hockey, je suis joueur, je suis coach, je suis entraîneur. Il faut les relancer plusieurs fois. Malgré qu'on soit voilà, des médias de hockey, c'est difficile. Alors, pour la petite histoire, voilà, j'avais commencé une rubrique qui me tenait à cœur, c'était le management par les coachs. Et être vraiment, leur poser des questions. Là, je prends beaucoup de plaisir à leur poser des questions vraiment très brutes ou franches. Hein. Voilà, comment on gère les différentes générations de joueurs. Est-ce qu'il y a des cultures différentes selon si on gère un Américain qu'un Slave ou qu'un Scandinave. Voilà, ça, c'est des trucs intéressants. Donc, et intéressant pour le futur, voilà, c'est les gens qui écoutent le podcheck, bah, voilà, qui soient ouverts à des interviews. Nous, on est toujours partant pour les interviewer, qu'ils soient disponibles. Là, j'ai pris beaucoup de plaisir avec Laure Baudry dans le dernier, voilà, à échanger. C'était super sympa. En fait, quand on se rend compte qu'on arrive à les avoir en ligne, ils ont des trucs vraiment intéressants à dire. Ça ressort dans son article. Voilà, tu posais la question, qu'est-ce qui me fait plaisir? Bah voilà, j'ai une grande satisfaction à les interviewer et après rédiger ces articles. Et là, je dis, oh punaise, je suis prêt à faire le prochain numéro, il va être encore meilleur. Tu as parlé des entrevues, tu en as fait une superbe de Laure Baudry dans le numéro qui arrive. Laure Baudry, notre capitaine, hein, qui a pris sa retraite, mais qui a vraiment l'étoffe d'une capitaine. Euh, pour la petite histoire, ce podcheck est un petit peu particulier parce que, bon, vous le savez, dans Slapshot, j'écris. Mais c'est plus facile d'avoir des relations interpersonnelles en termes de hockey avec un Nord-Américain qu'avec un Français. J'ai
pas trop de difficultés à avoir des contacts en Amérique du Nord, mais j'en ai un petit peu plus en France. Chose qui est assez comique hein, quand vous y réfléchissez. Ouais, puis Euh, t'as plus une culture de communication en oui, Amérique du Nord qui est beaucoup plus élaborée, beaucoup plus ancrée que chez nous en Europe, où on a tendance un peu à garder notre précaré des fois. Et je sais pas si c'est le fait de voir la presse comme un ennemi ou genre si je dis quelque chose et que ça sort dans la presse, ça va me retomber dessus ou je sais pas. Il n'y a pas cette même culture là de transmission de l'information. Il n'y a pas ce même ce socle commun entre guillemets de genre ok la presse elle peut aussi être ton allié quoi. Genre t'es pas là juste pour aller dénicher tirer les vers du nez de quelque chose pour aller chercher la merde ou quoi que ce soit. Ça peut être juste un titre purement informatif et pour faire quelque chose de sympa quoi. Et je pense qu'il y a aussi hein, une marque culturelle assez forte à ce niveau-là, une différence culturelle assez forte entre l'Europe. Après, ça dépend peut-être pas, enfin, je veux dire, entre la France plutôt peut-être et puis et l'Amérique du Nord à ce niveau-là. C'est assez marqué quand tu vois les entrevues dans des magazines ou dans des trucs. On sent que les Nord-Américains sont beaucoup plus habitués et beaucoup plus enclins à parler que qu'ailleurs en Europe où c'est pas la même culture, ça se sent. mais la Ils ont cette plus importante des habitude. cultures, Et le sport là-bas, c'est un c'est peu du entertainment, donc ils ont l'habitude du marketing et de la communication. C'est pas un tabou, c'est des choses que voilà, on a besoin pour le hockey chez nous. Nous, on a toujours voulu être une extension des clubs pour qu'ils viennent chez nous et dire voilà, bah, j'ai envie de parler de mon club, de l'évolution du club. Et là, c'est très difficile. Je vous l'avoue, voilà, j'écris à des clubs pour avoir juste une simple photo de Ligue Magnus, etc. Parfois, c'est compliqué. Ils n'ont pas les photos, ils n'ont pas de photographe interne. Même l'équipe de France, parfois, c'est difficile. Donc, ça, c'est des choses qui évoluent. Après, ils sont peut-être méfiants, les joueurs, pour pas qu'on retranscrise nous en tant que journalistes. Quand je discute avec eux, c'est très clair. Il y a une interview, je rédige l'article et ils la corrigent. Donc ils voient toujours avant publication l'article et c'est eux qui la valident. Rien que pour corriger parfois les noms des autres joueurs qui citent pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Voilà, ou le ton, et Les puis souvent ils nationalités. sont très contents, hein, voilà. Exactement. Erwan fait référence à mes coquilles légendaires dans le magazine. Et c'est ce qui prouve, voilà, que on est humain, on fait des erreurs. Et ça nous fait rire des années plus tard. On est artisanal et voilà, c'est ça, exactement. oui, on est artisanal, mais quand même, il y a un gage de qualité. Vous avez parlé de culture dans l'entertainment, mais la plus importante des cultures, ça reste avant tout la hockey culture. Erwan, est-ce que tu as un dernier mot? Et après, je pense qu'on peut conclure Bah l'épisode. écoute, en dernier mot, je pense que je rebondirais sur ce que disait Seb par rapport au podcast. Je pense que et ça fait référence à la question que tu as eu tout à l'heure aussi sur comment on voyait le futur de Slap. C'est éventuellement, alors ça fait un bout de temps qu'on en parle avec Seb, c'est d'ajouter effectivement ce podcast à l'écosystème Slapshot parce que bah, Seb comme moi, on est des gros consommateurs de podcasts dans tous les domaines, que ce soit sportif ou autre. Et c'est vrai que je pense que c'est un très bon moyen de toucher les gens aussi, de distiller l'information différemment, de réagir à l'information différemment, où là, tu peux effectivement avoir une touche personnelle assez prononcée, Prendre le temps euh, aussi. prendre le temps, et puis là, vraiment, je pense que la liberté de ton, elle est à fond, parce que bah, tu peux pas tricher au micro, genre ton intonation de voix, si tu as la vidéo aussi, bah, tu peux pas te cacher derrière une plume. Euh, c'est toi qui t'exprimes directement. Donc il y a un vecteur qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus franc aussi, et une liberté de ton qui est très différente. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à creuser. Et est-ce que ça aiderait le mag à se développer? Je ne sais pas, mais je pense que ça peut être un bon complément. Donc c'est vrai qu'on y travaille avec Seb depuis un petit moment aussi. On n'a toujours pas lancé la chose, mais peut-être qu'à la rentrée, on arrivera à faire quelque chose peut-être pour adosser un petit peu au podcast, au magazine, un podcast qui soit sympa. Alors, qui n'est pas forcément une vocation à faire un podcast longue distance, des formats à 1 heure, etc. Ça peut être un format court, parce qu'il y a déjà d'autres podcasts qui sont assez intéressants à ce niveau-là. Mais et voilà, je Et pense que puis, ça passera aussi par là pour développer. Non, mais c'est vrai, ça passe un petit peu par là des pour bavards développer comme un nous, peu le sport aussi. Avec des des bavards bavards. comme nous, ouais, c'est vrai qu'on a du mal à tenir 20 minutes. Je suis le premier à dire, à l'avouer que je suis Et pipettes au micro. Je je suis le premier à le rebondis dire. sur ce que dit Erwan, c'est surtout visibilité et interactivité. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à faire un podcast Slapshot pour faire un podcast Slapshot.
Là, c'est le côté interactif. Un magazine, ça reste quand même assez passif. C'est-à-dire, il y a des articles et on aimerait de l'interactivité. Par exemple, voilà, Thomas, te faire venir pour expliquer le pourquoi de ton article. Voilà, il y a l'article, des articles sur des sujets bah, que moi je voyais pas venir forcément. Voilà, que tu nous expliques et que ça soit un peu un podcast par numéro déjà pour que ça soit interactif. Ah, cher lecteur, on a parlé de tel et tel sujet. Voilà, on peut parler du manga, tes articles sur le côté psychologique. Voilà, peut-être faire venir Laure Baudry au podcast. Tiens, on t'a interviewé et puis t'as un truc un peu live. Voilà, c'est surtout ça. Et tu parlais de voilà de l'avenir de Snapshot. Quelque chose qu'on doit améliorer, c'est la visibilité. Il y a des gens qui disent ah mais je connaissais même pas votre magazine. Pour la petite histoire, voilà, à un moment j'avais un numéro en rab et je me suis dit tiens je vais essayer sur Vinted. Bah Vinted j'ai vendu un vieux magazine et puis la personne s'est abonnée pour son gamin. Elle savait même pas qu'il y avait un magazine de hockey. Et du coup là on se dit punaise je travaille dans la com et le marketing et j'arrive même pas à faire connaître le magazine euh, alors que c'est ma formation. Comme dit, je suis pas le rédacteur. Voilà, donc il y a toujours pas mal d'éléments d'amélioration, de pistes d'amélioration pour le magazine, et c'est ça qui nous motive aussi, c'est-à-dire que c'est toujours un challenge. Le prochain numéro, j'insiste, doit être meilleur que le précédent. Comment on va faire? Tu vois, tu as parlé du numéro rock qui reste pour moi un des numéros iconiques, un de mes préférés. Pour la couve, pour Jaeger, pour plein de choses. Et on s'est vraiment éclaté à le faire. Numéro gardien, j'adore faire parce que je suis fan des gardiens. C'est un poste de hockey qui me passionne parce que je trouve que il y a des icônes là-dessus qui ont bercé mon enfance. Patrick Roy, Ken Dryden, etc. Donc j'ai cet affect avec ce poste. Voilà, donc il y a pas mal de petits trucs. On va brainstormer ensemble sur des choses qu'on veut faire. Si les auditeurs ont des idées, bah, tapez à la porte, écrivez-nous. Contacter Thomas, contacter Erwan ou moi-même, on est toujours ouvert. Je crois que ça, c'est pour l'anecdote, la plupart des rédacteurs, ça a commencé par un email, un appel, et ils ont toujours été Mm. étonnés par notre facilité d'accès et de waouh, punaise, tu veux écrire pour nous, c'est génial, viens, on bosse ensemble. Et je le confirme. Je le confirme. Ah, puis il y a un truc qui est tout bête aussi, c'est qu'on aime parler de tout le monde. C'est-à-dire qu'on aime parler de toutes les équipes. J'en ai 32 équipes dans la ligue. Potentiellement, on s'en rend vers 32, 3, 34 même, ça va même arriver. Enfin, pour la NHL, j'entends, hein. Mais c'est vrai que moi, j'insiste, même j'ai certains débats avec certains rédacteurs qui voudraient avoir des sujets pérennes à chaque numéro. Mais je dis non. J'ai pas envie d'avoir un numéro sur un article sur Montréal à chaque numéro. Pardonnez-moi, mais ça m'emmerde. Genre, à un moment donné, il faut être diversifié, il faut parler de toutes les équipes. Je veux dire, le petit gars qui est fan de Seattle dans son coin, ou qui était fan de l'Arizona ou de l'Utah maintenant, etc., bah, il a aussi droit à avoir des infos sur son équipe, des analyses sur son équipe. Nashville, pareil, Columbus, même si ce sont des équipes qui sont bah, beaucoup moins sous les feux de la rampe. Voilà, ils ont droit aussi à leurs articles et à leur petit focus. Donc, c'est aussi une force aussi du magazine de diversifier et d'apporter du contenu sur tout le monde, de pouvoir avoir ce truc-là qui est important. Donc, euh, donc voilà, si des gens qui sont intéressés pour, je sais pas moi, un fan ouais, de l'Utah, de n'importe quoi, d'Anaheim, d'équipes un petit peu moins mise en avant d'habitude, faut pas hésiter. On se fera un plaisir d'accueillir les gens de les aider pour rédiger des articles ou mettre en lumière un fait particulier. Ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, c'est aussi c'est la force, la diversité aussi, la diversification des articles. Je précise que l'abonnement à Snapshot pour avoir du hockey dans votre boîte aux lettres, et je trouve que la formulation elle est tout à fait divine, ça coûte seulement 29 €, ce qui est le prix peut-être d'un quart de place au Madison Square Garden ou au Centre Bell pour aller voir les Canadiens de Montréal en pré-saison ou en saison régulière. Donc voilà, ça, au lieu de vous faire un restaurant ou au lieu de je ne sais quoi dépenser dans la cigarette ou autre chose, vous pouvez mettre 29 € dans Slash Magazine pour avoir du hockey dans votre boîte aux lettres et croyez-moi, vous ne le regrettez absolument pas. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'être venus dans le podcast, c'était très sympa. Merci à Merci toi à Thomas toi. pour l'invitation.
On se revoit très bientôt, j'espère, messieurs de Slapshot. Sachez que vous êtes ici comme à la maison. On a entendu votre volonté de faire un podcast, qui sait, peut-être à la rentrée pour avoir plus d'informations sur les backstories des articles. Ce serait super intéressant et vraiment, on écoutera ça avec plaisir parce qu'évidemment, il n'y a pas que le pochette dans la vie. Il y a aussi le hockey. Et puis sérieusement, il n'y a pas que le pochette dans la vie, il y a aussi le merveilleux magazine qui est Slapshot Magazine, la hockey culture. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Podcheck, un numéro d'été avant de prendre des petites vacances. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit très très vite en septembre après pour toujours parler de hockey. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple Podcast, Amazon, Deezer et toutes les autres plateformes que je n'ai pas citées. Continuez à parler de hockey et surtout, lisez Snapshot. Bon courage à vous. Ciao! Merci, au revoir.